comment une nation comme les États-Unis, avec ses 18 000 agences de police, une culture de la vie privée qui est très très ancrée, s'organise pour combattre un crime qui se passe presque toujours dans le secret. C'est une question. L'échelle est juste vertigineuse. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça. C'est un défi colossal, oui. On a sous les yeux une série de documents qui analysent vraiment les stratégies, les lois, les opérations, tout ce qui forme le modèle américain depuis, on va dire, 40 ans. Notre but, c'est de comprendre cette mécanique pour voir comment les États-Unis ont bâti un des arsenaux les plus agressifs au monde dans ce domaine. D'accord. C'est un sujet immense. Alors, pour s'y retrouver, je propose qu'on commence par la base. Les fondations. D'abord les lois, les agences qui structurent tout ça. Oui, l'armature du système. Et ensuite, on pourra regarder ce que ça donne sur le terrain, avec les grandes opérations policières, la force de frappe visible en quelque sorte. Parfait. Et après ça? Après ça, on plongera dans ce que j'appellerais le moteur caché du système, le rôle crucial, absolument fascinant des partenariats publics-privés, surtout avec les géants de la tech. Ah, ça c'est un point très américain, en effet. Carrément. Puis, on abordera un paradoxe assez troublant, la manière dont la réponse change du tout au tout face à un enfant de 8 ans par rapport à, disons, un nourrisson. Et on finira avec un peu de recul, une comparaison entre le modèle américain et le modèle chinois qui soulève des questions éthiques fondamentales. Bon, le programme est dense, alors allons-y. Les fondations. Les sources parlent d'un tournant majeur au début des années 2000. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est une loi. Une loi qui va redéfinir les frontières de la justice américaine. Le Protect Act de 2003. Protect Act. Oui, c'est historique parce que ça donne aux États-Unis ce qu'on appelle une juridiction extraterritoriale. Extraterritorial. Ça veut dire que la loi américaine s'applique en dehors de leurs frontières. C'est exactement ça. Concrètement, si un citoyen américain commet un crime sexuel sur un enfant, disons en Thaïlande ou au Brésil, il peut être poursuivi et jugé aux États-Unis comme s'il avait commis le crime dans l'Ohio. Ah oui, d'accord, c'est une arme juridique extrêmement puissante. C'est une capacité quasi unique au monde et ça a totalement changé la donne contre le tourisme sexuel. Il n'y a plus de refuge. Je comprends. Et en même temps qu'ils se projettent à l'international, ils renforcent le contrôle chez eux, avec des lois comme la loi Megan ou Adam Walsh. Oui, et c'est l'autre face de la pièce. Ces lois créent les fameux registres de délinquants sexuels et les notifications à la communauté. En faisant ça, l'État fait un choix très américain. Il transfère une partie de la surveillance à la communauté elle-même. C'est une philosophie très différente de ce qu'on connaît en Europe. Très différente. On a donc d'un côté une épée qui frappe n'importe où, et de l'autre un bouclier de surveillance communautaire à domicile. Bon, des lois puissantes, c'est une chose. Mais il faut des gens pour les appliquer. Et là, le modèle américain est... Surprenant, ce n'est pas du tout centralisé. Non? Écosystème est vraiment le mot juste. Il n'y a pas un seul chef d'orchestre. Le pouvoir est réparti. L'acteur principal pour les crimes transnationaux, celui qui applique le Protect Act, c'est HSI, les Homeland Security Investigations. Ils ont plus de 250 unités dans le monde. Et à côté, il y a le plus connu, le FBI. Le FBI, lui, gère le programme national Violent Crimes Against Children et ils sont connus pour leurs équipes d'intervention rapide en cas d'enlèvement, les CARD Teams. D'accord. Et puis, il y a des acteurs plus inattendus, comme le service d'inspection postale, Attendez, le service des postes. qui distribue le courrier. Celui-là même. C'est l'une des plus anciennes agences fédérales. Historiquement, ils surveillaient le courrier physique. Aujourd'hui, leur mission s'est étendue au dark web et aux communications numériques. Le service des postes qui enquête sur le dark web. Je ne m'y attendais pas. C'est un héritage. Leur mission a toujours été de protéger l'intégrité des communications nationales. Que ce soit une lettre ou un paquet de données, pour eux, la logique est la même. Fascinant. Et pour finir, vous avez les US Marshals. Eux, leur tâche est très précise, traquer les fugitifs, surtout ceux inscrits sur les registres qui tentent de disparaître. Donc, si je résume, HSI, c'est l'international, le FBI, c'est le patron sur le sol américain, le service postal, c'est le spécialiste des tuyaux physiques ou numériques, et les Marshals, ce sont les chasseurs. C'est une excellente façon de le voir. Une combinaison de portée légale mondiale et de spécialisation opérationnelle très très poussée. Cet arsenal a l'air impressionnant sur le papier, mais sur le terrain, comment ça se traduit? Les documents parlent de grandes opérations, presque des campagnes militaires. Oui, et c'est ça qui rend leur stratégie très visible. Prenez l'opération Predator. C'est l'opération phare de HSI, en continu depuis 2003.
Elle cible à la fois le tourisme sexuel et l'exploitation en ligne. On parle de dizaines de milliers d'arrestations dans le monde en 20 ans. Dizaines de milliers. C'est un effort de très longue haleine. Exactement. Et à l'intérieur du pays, le FBI mène l'opération Cross Country. Ce sont des vagues d'arrestations nationales très médiatisées qui ciblent la traite sexuelle des enfants sur le territoire américain. D'accord, des opérations assez classiques dans leur approche, mais les sources parlent d'un cas comme Welcome to Video en 2018, et là, on a l'impression d'entrer dans une autre dimension. On change complètement d'univers. Welcome to Video, c'était un site sur le dark web basé en Corée du Sud, un des plus grands marchés de vidéos d'abus au monde. Pour le démanteler, les enquêteurs ont dû innover. Comment commencer? Ils ont tracé les paiements en crypto-monnaie, surtout en bitcoin, pour remonter jusqu'aux acheteurs. C'est ça qui a permis d'identifier et d'arrêter des centaines d'utilisateurs dans des dizaines de pays. Ce qui est fascinant, c'est le changement de philosophie. On n'est plus seulement dans la réaction à un crime signalé, on est dans l'infiltration proactive. Absolument. C'est un changement de paradigme. Des initiatives comme Innocent Images du FBI le montrent bien. Des agents fédéraux passent des mois, parfois des années, sous couverture sur Internet. Ils se font passer pour des prédateurs ou des victimes. Pour démanteler les réseaux de l'intérieur. Voilà. Pour comprendre leur code, identifier les meneurs, on ne se contente plus d'attendre, on va chasser leurs renseignements à la source. Toutes ces opérations sont impressionnantes, mais elles reposent sur une chose, l'information. D'où vient le renseignement de base? Les sources pointent vers une entité qui n'est même pas gouvernementale, mais qui serait le vrai cœur du réacteur. C'est sans doute l'aspect le plus unique et le plus puissant du modèle américain. On parle du NCMEC, le National Center for Missing and Exploited Children. C'est une ONG. Une organisation à but non lucratif? Oui, mais mandatée par le Congrès. C'est la véritable pierre angulaire de tout le système d'information. Et son pouvoir vient d'un mécanisme qui s'appelle la cybertipline. C'est quoi exactement? C'est un dispositif créé par une loi qui oblige tous les fournisseurs de services électroniques, on parle de Google, Meta, Microsoft, Apple, tous les géants à signaler au NCMEC tout contenu suspect qu'ils détectent sur leur plateforme. C'est une obligation légale? Ils n'ont pas le choix. D'accord. Mais en termes de volume, on parle de quoi? Alors, accrochez-vous bien. Pour la seule année 2022, le NCMEC a reçu plus de 32 millions de signalements de ces entreprises. Attendez, pardon. 32 millions. 32 millions en une seule année. J'ai du mal à me le représenter. C'est plus que la population de l'Australie. Comment une seule ONG peut ne pas s'effondrer sous ce déluge? C'est toute la question. Le NCMEC n'est pas une simple boîte aux lettres. Ils ont des centaines d'analystes, d'anciens policiers, qui travaillent 24 heures sur 24. Leur rôle, c'est de trier, d'analyser, d'enrichir ce flux pour le transformer en renseignements exploitables. Ils croisent les infos, identifient des liens et préparent des dossiers pour la police. C'est un entonnoir de renseignements sans équivalent. Le NCMSS centralise et raffine l'info. Mais comment ça renaissance sur le terrain? Comment on passe d'un rapport de Meta à une arrestation dans une petite ville de l'Iowa? C'est là qu'intervient le deuxième pilier, le programme ICAC pour Internet Crimes Against Children. C'est un réseau de 61 groupes de travail régionaux financés par le gouvernement qui regroupe plus de 5000 agences de police locales. D'accord. Donc si Meta signale une image venant d'une adresse IP à Dallas, le NCMEC analyse et en quelques heures, le dossier est sur le bureau de l'équipe ICAC du Texas qui peut lancer l'enquête. On a une centralisation du renseignement, mais une exécution totalement décentralisée. Et j'imagine que pour que 5000 agences travaillent ensemble, il leur faut des outils communs. C'est essentiel, oui. Ils utilisent des logiciels comme le projet VIC et une base de données partagée. Ces outils fonctionnent avec des hashes, des sortes d'empreintes numériques uniques pour chaque fichier. Pour identifier instantanément ce qui est déjà connu. Exactement. Quand un enquêteur saisit un ordinateur, il peut savoir en quelques minutes si des fichiers correspondent à des abus déjà répertoriés. Ça lui permet de se concentrer sur l'essentiel, identifier les nouvelles victimes, celles qui ne sont pas encore secourues. On voit un système très structuré et très techno. Mais les sources montrent que cette belle mécanique se heurte à une réalité simple, l'âge de la victime. La stratégie n'est pas du tout la même pour un enfant de 8 ans et un bébé. C'est une distinction fondamentale, oui. Pour la tranche 3-10 ans, l'enfant entre dans le monde social, l'école, le médecin. Il peut parler. La détection change donc de nature. Le rôle clé est joué par ce que la loi appelle les mandated reporters.
Les professionnels au contact des enfants, c'est ça? Exactement, les enseignants, les médecins, les coachs. La loi les oblige pénalement à signaler le moindre soupçon. C'est de loin la principale source de signalement pour cette tranche d'âge. Et une fois le signalement fait, comment est-ce qu'on recueille la parole de l'enfant sans le traumatiser davantage? L'outil principal, c'est l'entretien médico-légal mené dans des lieux spécifiques, les Child Advocacy Centers, les CACS. Ce sont des centres qui ressemblent à des maisons pour que l'enfant n'ait à raconter son histoire qu'une seule fois à tous les intervenants en même temps. Et de plus en plus, on y ajoute l'analyse de ces appareils numériques, tablettes, consoles de jeux. Des plateformes comme Roblox sont devenues de vrais terrains de chasse. Le système semble donc bien armé pour les 3-10 ans. Mais est-ce que ça marche en pratique? C'est là que ça se complique. La force, c'est que la capacité à traiter un cas individuel est bien meilleure qu'avant. La faiblesse, c'est le volume. Le nombre de signalements est si écrasant que ça crée un énorme goulet d'étranglement. Les services sont débordés? Complètement. Du coup, la qualité de la réponse devient une loterie géographique. Si vous êtes dans un comté riche et bien doté, la réponse sera excellente. Dans un comté rural et pauvre, le dossier risque d'en s'empiler. Je vois. Passons maintenant au défi ultime. Ce que les sources décrivent comme le cœur de l'obscurité. Les préverbaux, les 0-3 ans. La victime ne peut pas parler. Comment on enquête? Là, la réponse n'est plus technologique. Elle est entièrement médico-légale. Le personnage central de l'enquête, ce n'est plus le policier, c'est le pédiatre spécialisé en maltraitance. C'est une spécialité médicale qui n'a été reconnue qu'en 2006 aux États-Unis. Des détectives scientifiques en quelque sorte. C'est exactement ça. Ils sont formés à distinguer une blessure accidentelle, une chute, d'une blessure infligée, comme dans le cas du syndrome du bébé secoué. Et j'imagine que les Child Advocacy Centers sont encore plus importants ici. Ils sont cruciaux. Pour un nourrisson, l'examen médical détaillé, photographié, c'est souvent la seule et unique preuve. Tout se joue là. Et c'est là que les sources décrivent un paradoxe terrible. D'un côté, on a une expertise scientifique au sommet. Exact. On peut prouver des cas qui étaient classés comme accidents il y a 30 ans. Mais c'est aussi là que le sentiment d'échec est le plus profond chez les professionnels. Car ce système, aussi sophistiqué soit-il, est conçu pour réagir à des cas visibles. Une blessure, un décès. Il est impuissant face à ce qui ne se voit pas. Il est impuissant face à ce que les documents appellent l'immense océan d'obscurité. Les abus qui se produisent dans l'intimité, sans témoin, sans blessure externe. C'est une pensée terrible. On a les meilleurs experts, la meilleure science, mais on se heurte à un mur qui n'est pas technique, mais social. Ça remet tout en perspective. C'est exactement ça. L'échec issu n'est pas celui de la police ou des médecins. C'est un échec sociétal plus large, notre incapacité à voir ce qui se passe derrière les portes closes. Cette tension nous amène logiquement à notre dernière partie. Ce modèle américain, avec ses forces et ses débats sur la vie privée, paraît presque artisanal quand on le compare à ce qui se passe en Chine. Là, on change complètement d'univers. On change de planète, oui. Le modèle américain est leader dans les technologies d'enquête post-crime. Il exporte ses outils, ses lois. Mais sa faiblesse, c'est qu'il est fragmenté et submergé et souvent paralysé par le débat sécurité contre vie privée. Et la Chine prend le chemin radicalement inverse. Radicalement. L'approche chinoise est basée sur la prévention par la surveillance de masse. On parle du grand pare-feu qui filtre tout Internet, d'un accès sans limite de l'État aux données des entreprises tech et surtout d'un réseau de plus de 600 millions de caméras de surveillance. 600 millions de caméras? La plupart avec reconnaissance faciale. Et concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de suivre un délinquant en temps réel, de retrouver un enfant disparu en quelques minutes dans une ville, et même d'aller plus loin, profiler des comportements jugés à risque avant même qu'un crime ne soit commis. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Mais les sources sont claires. Il ne s'agit pas de dire qu'un système est meilleur que l'autre. Non, parce que ce sont deux philosophies irréconciliables. Les États-Unis construisent le meilleur laboratoire criminel numérique au monde, qui est, en théorie, respectueux des libertés. La Chine, elle, construit la clôture de protection numérique la plus efficace, mais la plus intrusive qui soit, au prix d'une surveillance totale. Le choix entre les deux dépend de la valeur qu'une société accorde à la liberté face à la sécurité. Arrivé au terme de cette exploration, si je devais synthétiser le modèle américain, ce serait une machine à plusieurs étages. En haut, des lois d'une puissance redoutable. Au centre, cet aspirateur à renseignement unique, le NCMEC, alimenté par la Silicon Valley. Et à la base, un réseau de milliers de brigades locales.
C'est une excellente synthèse. Et il faut y ajouter ce paradoxe central. Un système d'enquête incroyablement sophistiqué, mais qui reste fondamentalement réactif et qui peine à endiguer un crime de masse. Pour conclure, il y a une tension qui ressort de toutes nos sources. La réponse américaine semble de plus en plus aspirée, presque hypnotisée par le monde du cyber. Oui, et c'est logique. Dans le cyber, les preuves sont tangibles, mesurables. Les adresses IP, les images, les transactions, tout ça produit des statistiques, des arrestations, des succès visibles, c'est quantifiable. La question qui reste en suspens, et c'est peut-être le prochain grand défi de ce système, est la suivante. Dans cette quête légitime d'outils technologiques toujours plus puissants pour traquer la preuve numérique, ne risque-t-on pas de devenir collectivement sourds aux signaux plus faibles, plus humains, qui signalent la détresse d'un enfant dans le monde physique, juste à côté de nous ?